Effectivement, au sujet de ces pertes de repères sur le rôle des États, sur les printemps arabes, sur ces nouveaux continents que sont l'Afrique, par exemple, la bascule des puissances économiques, un certain nombre donc d'intervenants de très haut niveau autour de cette table. Je vais tout de suite vous les présenter. Monsieur Renato Flores, qui est de la Fondation Getúlio Vargas, l'un des premiers think tanks mondiaux et notamment, évidemment, dit-on, le premier think tank d'Amérique latine. On reviendra avec vous sur le sujet notamment du match G20 ou pas G20. Ça a été un des grands sujets de ces journées. Monsieur Javier Moreno Barber, qui est mon confrère, qui dirige un merveilleux quotidien en Espagne qui s'appelle El País. Et donc, je dois dire que ça nous intéresse beaucoup de savoir, de voir comment ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, tout le monde a en tête les indignés, et cette problématique entre la société civile, la société et l'économie est en train de se poser en Europe de façon extrêmement concrète. Je continue toujours dans ma présentation. En numéro 3, nous avons, si je retrouve ma petite fiche, Madame Ibrahim. Alors, Madame Ibrahim, c'est la Fondation Ibrahim. C'est aussi extrêmement intéressant parce qu'elle nous apportera, Adel Ibrahim, un regard sur la façon dont aujourd'hui cette fondation creuse le sujet du printemps arabe et des problématiques des démocraties modernes en Afrique du Nord. Toujours pour continuer mes présentations, Monsieur Celil Cheti, qui est secrétaire général d'Amnesty International. Nul n'est besoin de présenter Amnesty International. En 5, Monsieur Pierre-Louis Lyon, professeur au Collège de France, professeur à Polytechnique, médaillé Fields, ce qui veut dire en langage commun prix Nobel de mathématiques. Donc là encore, on aura un avis, je pense, éclairé, pertinent sur les mécanismes de régulation. Et enfin, nous l'attendons, c'est Monsieur Zoumine, directeur général, non pas directeur général, je vais un peu trop vite en besogne, mais conseiller du directeur général du FMI, mais dont on sait qu'il devrait peut-être occuper des fonctions de direction générale et qui va nous rejoindre pendant ce débat. Et puis je garde pour la fin, je terminerai par celui qui va ouvrir cette séance et qui nous fait donc l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, le Premier ministre de Tunisie, Monsieur Béji Caïd Essebsi. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Évidemment, je voudrais juste... on peut l'applaudir, oui. Je voudrais juste citer une phrase que vous avez dite au moment où vous avez pris vos fonctions. Vous avez dit « il faut ramer pour aller à la démocratie ». Eh bien écoutez, on va vous écouter, nous raconter comment vous ramez. Pas encore. Il faut allumer le micro. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont bien dérangées pour m'écouter. On m'a accordé 10 minutes, c'est beaucoup et c'est peu, pour parler de la Tunisie, mais je ne vais parler que de cela et je m'en excuse. Parce que la Tunisie, actuellement, depuis le début de l'année, est en train de vivre une expérience unique dans son histoire. Et c'est une expérience qui mérite d'être expliquée. Nous avons en Tunisie une révolution à la tunisienne. Pourquoi à la tunisienne? Parce que pour la première fois dans notre histoire, c'est une jeunesse d'une région défavorisée de la dorsale tunisienne qui s'est révoltée d'une façon spontanée. Une jeunesse qui s'est révoltée les mains nues, sans armes. Elle s'est révoltée aussi sans encadrement, sans leadership, sans idéologie ni religieuse ni autre, sans implication extérieure. Eh bien, à la surprise générale, un régime qui a tenu le pays pendant un quart de siècle sous une chape de plomb s'est écroulé. Peut-être que ces dirigeants ont été un peu ébahis, ont été un peu poltrons, ils se sont tous enfuis dans la nature un peu partout dans le monde. Eh bien, les Tunisiens se sont restés pantois devant qu'est-ce qu'ils devaient faire.
deux voies se présentaient devant eux. La première, c'est la chienlit, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire le règlement de compte, c'est-à-dire tout cela. Et il y a la deuxième voie qui est peut-être la voie vertueuse, ou qu'on appelle comme telle, c'est-à-dire prendre le chemin d'un régime démocratique qui aboutira au bout de ce processus-là vers une gouvernance démocratique. C'est ce chemin-là que les Tunisiens ont choisi et c'est cet objectif que le gouvernement que j'ai l'honneur de présider essaie de mettre au point et d'amener à terme. Évidemment, si la démocratie, c'est la vertu, comme disait saint Thomas, il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Et ce gouvernement est en train de rechercher, de réaliser pour son pays ce minimum de bien-être. Et croyez-moi, ce n'est pas une chose tout à fait facile. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé un pays presque au bord de la faillite, c'est-à-dire avec 700 000 chômeurs pour un pays où la population active est de 3,5 millions. Deuxièmement, nous avons un grand décalage et un grand déséquilibre entre les régions côtières et les régions du centre qu'il faut rétablir. Et troisièmement, nous avons malheureusement une croissance autour de zéro, ce qui ne favorise pas la création d'emplois, comme vous le savez, puisque chaque année, parmi les emplois que nous avons 170 000 chômeurs qui ont des diplômes supérieurs. Puisque depuis 50 ans, la Tunisie est en train de généraliser son enseignement, qu'actuellement, nous avons gagné la bataille de l'intelligence, mais nous n'avons pas gagné la bataille du travail. Et entre l'adéquation entre la formation et le travail, il y a un gap que nous essayons de résoudre. Voici la problématique qui se pose à un petit pays comme le nôtre, dont les ressources ensemble sont assez limitées. Donc, pour cela, nous avons préparé un grand projet pour redresser cette situation-là. Et je voudrais profiter pour saluer le club ou le cercle des économistes pour l'appui qu'ils nous ont apporté. C'est un appui formidable, puisque dans la réunion du G8, cet appel qui a été signé par les économistes français, nous ont rendu un très grand service et le G8 nous a même appuyés et nous a promis de l'aide, etc. Entre la promesse et la réalisation, bon, nous en sommes là. Attention, le micro s'est coupé. Attendez, voilà. Donc, nous avons présenté un grand projet qui va s'articuler autour de 3 volets. D'abord, faire face à l'urgence. Deuxièmement, gérer la transition. Et troisièmement, préparer l'émergence. Et évidemment, puisque nous allons quand même rejoindre le thème de cette réunion, qui va réaliser cela? C'est l'État. Et d'ailleurs, puisque vous parlez du rôle de l'État, il faut distinguer entre le rôle de l'État dans les pays en voie de développement et le rôle de l'État dans les pays développés. Dans les pays en voie de développement comme le nôtre, le rôle de l'État est essentiel, il est incontournable. Sauf qu'il faut pour le moment rechercher un État de droit et mettre les garde-fous de façon à ne pas déraper. La Tunisie a malheureusement une expérience ancienne où elle a failli remettre en cause tous les acquis de l'indépendance à cause justement du trop d'État. Donc pour le moment, nous sommes assez conscients et nous essayons de faire de sorte que l'État intervienne d'une façon appropriée afin qu'il ne domine pas toute la situation et afin de préparer le terrain justement pour la coopération entre l'État, l'articulation entre l'État et le marché, de façon à ce que les privés aussi prennent leur place. Pourquoi l'État? Parce que la plus grande partie de ce programme, c'est de l'infrastructure. Et il fallait désenclaver ces régions-là qui n'ont jamais été développées. Et pour cela, il n'y a que l'État qui le fait. Maintenant, nous prenons des précautions de façon à ce que l'État n'intervienne pas directement. Nous créons des structures intermédiaires. L'État participera au financement de ces structures et ces structures-là, elles essayeront d'appliquer le programme que nous avons mis en place.
Donc, nous sommes, en tout cas, dans cette phase-là, nous pensons que cette expérience, qui est une expérience unique, puisque nous parlons de printemps arabe, il n'y a pas de printemps arabe, il y a le printemps de Tunis. Et on espère qu'il sera un printemps arabe, nous ne sommes qu'au début. Il ne sera un printemps arabe que si jamais nous réussissons l'expérience en Tunisie, et ce n'est pas encore joué. Nous avons toutes les chances de la réussir, mais nous sommes encore au début d'un processus. J'espère un processus évolutif, et au terme de ce processus-là, nous arriverons justement à une gouvernance démocratique, et j'espère que la liberté, ne respectant pas les frontières, cette liberté-là, surtout puisqu'on parle de jasmin, enfin, je n'ai pas encore senti, moi, le jasmin, mais enfin, nous y allons. J'espère que ça va déborder sur les autres pays. Ça déborde, mais d'une façon tout à fait différente. En Libye, c'est la guerre. En Syrie, c'est la guerre. En Égypte, c'est là le premier pays qui a réagi au changement qu'il y a en Tunisie, mais évidemment, c'est maintenant l'armée qui dirige. Le seul pays où il y a une révolution civile, c'est bien la petite Tunisie, et j'espère que nous y arriverons avec la bonne volonté des Tunisiens, mais aussi avec l'aide de des pays amis. Et franchement, chaque fois que je me déplace, je suis très heureux et très honoré de voir que la Tunisie a beaucoup d'amis. Et ça, c'est une chance que nous allons essayer de ne pas négliger et d'en profiter au maximum. Donc, nous sommes maintenant dans cette perspective. Évidemment, la Tunisie est un pays qui reste ouvert. D'abord, il est ouvert sur l'Union européenne et nous sommes le premier pays à avoir signé avec l'Europe des accords d'association. Nous sommes maintenant dans le stade de l'association privilégiée et avancée. Nous sommes en train de négocier et j'espère que nous y arriverons. Il y a malheureusement des difficultés sur le problème horizontal pour essayer de dialoguer et avec nos partenaires maghrébins et avec nos partenaires du Moyen-Orient, de l'Orient. Vous savez qu'avec le président Bush fils, il y a eu plusieurs projets de Moyen-Orient, le petit Moyen-Orient, le grand Moyen-Orient. Tous ces projets-là, ils sont dans les archives maintenant parce qu'aucun n'a réussi. Peut-être que cette fois, il y aura un Moyen-Orient qui sera remodelé à partir de la Tunisie, si jamais ce processus réussit d'abord dans notre pays et si jamais par la suite, avec ce succès-là, il fera l'exemple pour les autres pays. Nous l'espérons. En tout cas, beaucoup pensent que peut-être la Tunisie va être au début d'un processus important. J'espère que ce sera ainsi le cas. Et à ce moment-là, nous pourrons parler du printemps de Tunis ou du printemps arabe. Mais puisque nous parlons de printemps, personnellement, je vous ai essayé avec grand coup de crayon et à vol d'oiseau, présenter ce qui se passe en Tunisie. Puisqu'on parle de printemps, j'espère aussi que l'oiseau sera remplacé par autre chose, par une hirondelle. L'hirondelle, le printemps sans hirondelle, il n'y en a pas. Et peut-être une hirondelle ne fait pas elle-même le printemps. Merci. Je voudrais maintenant qu'on donne la parole à mon confrère Javier Moreno Barber, donc du quotidien El País. Évidemment, il va de soi que tout ce qui se passe en Espagne depuis plusieurs mois maintenant et depuis plusieurs semaines nous intéresse au plus haut point dans ce que ça signifie à la fois du côté de la gestion économique d'une problématique et du côté de la gestion de la société civile. À vous de jouer. Thank you, François Xavier, and thank you to the Cercle des Économistes for having me here, and thank you to every one of you for being here on a sunny Sunday morning. I'm trying to explain my thoughts on what's going on in Spain right now, as François Xavier said, but I think most of it will also apply to what is happening in some or in most European countries. Well, to begin with, let me be very blunt about this.
it's easier to speak about European integration when money flows freely than when the pot is over, which is exactly what's happening right now. In Spain, for example, surveys have consistently shown Spain as one of the countries, or as the country whose citizens were most enthusiastic in their support for the European project since their joining the Union back in the mid-80s. Back then, in 1985, Europe was a model for governance for Spain. Europe was a promise of freedom. Europe was a democratic dream come true. Well, this positive view has no doubt been helped by the huge amounts of money transferred from Brussels, obviously highly appreciated by public opinion. But of lately, as in so many other European countries, interest in and support for the process of building Europe has been falling. Certainly, as the process has become more and more complicated, citizens see it as increasingly hard to understand, further and further away from their daily lives, from their daily landscape. But my point of view is that it's the financial crisis that has shifted hugely, has produced a huge shift of attitudes towards Europe. And this has been a very clear turning point. Let's take Spain, for example. In May last year, President Zapatero announced a tough adjustment plan which included salary reduction for government employees, a freeze on pensions, retirement age increase, and the withdrawal of some social benefits that were obviously, as social benefits always are, highly popular. Well, which was the reason Zapatero gave for this shift of politics? Well, he gave several explanations, but people remembered just one, or one above all others. He didn't like the measures, neither do we, probably thought the people, but the president more or less suggested, he said that they were forced upon him from outside. And outside is everything else. Call it as you like, the markets, Brussels, Europe. From then on, the European project and its advocates, and by this I mean not just politicians, but also the social media and newspapers, pro-European newspapers like El País, we face an uphill battle, a very complicated battle to defend the European project in Spain. So looking ahead, will the Spanish people ask for more Europe or less of it? Well, my answer, or my guess, is that they will ask for both more and less. Forget now about the money. They will ask and expect from Europe more protection, which is exactly what they haven't got from the very same institutions that were supposed to protect them in the middle of the worst crisis in our memory. And that applies both to the European institutions, the Commission, the European Central Bank, but the national authorities as well, the government and the political system as a whole. And yes, they will ask for less Europe. I mean, if Europe keeps on representing, in their view, more adjustments, more cuts, the only response we may expect is a growing rejection of the European project and increasingly strong resistance to the political integration of the continent. So we have already reached that point that some of us predicted a couple of years ago. The crisis is causing growing tensions in the representative democracy systems as we have known them since World War II. And this is very important, and it's also fueling the growth of populisms and all kinds of demagogues. Well, in Spain, it's just beginning, but it has already happened in so many other European countries. I do not want to name names,
and less so in France, of all places. But we all know what we're talking about here. So I cannot rule out the possibility that will eventually come into full force in my own country. Crisis comes always first. And it takes a toll on immigrants, then on those who are the weakest, and then on everyone and everything we cherish. It takes a toll on our rights, our liberties, and I want to stress that it takes a toll on the quality of our democracies, which leads me to the next question. What François said. François-Xavier, oui, Pietri. On posera les questions, mais là maintenant, bon. Malheureusement, je crois qu'on arrive un peu au terme. C'est dur, hein. C'est difficile, voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, on y reviendra tout à l'heure dans les questions tout à l'heure. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur Salil Shetty, donc secrétaire général d'Amnesty International. Voilà. Ce microphone, il faut brancher le micro. Ce microphone, yes. Benoît, tu peux lui montrer le micro? The microphone, please. Il faut éteindre celui-là. Monsieur, vous pouvez éteindre votre... Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for having Amnesty International in the panel here today. I'm sorry I don't speak French. I speak a few South Asian languages since I'm from India, but that might not help you here. I wanted to, first of all, just congratulate the Prime Minister of Tunisia and the people of Tunisia who have been an inspiration, certainly for Amnesty International, which is a membership-based movement with more than 3 million members. And our belief is that when ordinary people come together, you can achieve extraordinary things. And the Tunisians have shown that without a doubt. And being from India, I think... being from India, I think I was also particularly inspired by the fact that they did it almost entirely peacefully, through peaceful protests. Now, having said that, many of you may be aware that in the recent few months, apart from all the achievements that the Tunisians have made, they have also accepted almost 300,000 Libyans with open arms. I'm told that the Tunisian people have taken the Libyans into their houses. This is not happening through a systematic refugee, 600,000, okay. So it's double the number. And the reason I'm saying this here is that I think the Europeans, on the other hand, have not been doing as well. We have had 1,800 people dying trying to cross in very unsafe ships. When they come to Lampedusa, Amnesty International has had our researchers there. They have been treated very badly by the Italians, and I must say the French have also posed big difficulties. So I hope the Europeans who are flouting European conventions on immigration and international conventions on immigration will think hard about the plight of the Libyans. Now, let me come to the subject which I'm here to speak about, which is that the economic crisis and the Arab uprising has really exploded several myths which are very instructive for the discussion in this conference, I think. First of all, I think the most important thing, I know the discussion has been quite a lot about the relationship between state and markets. And of course, that's very important. But the most important thing is the relationship between the state and its citizens. If we don't have the state-citizen contract right, what we're going to end up with is unaccountable states and unaccountable markets. And that is what we're seeing even in progressive regimes like Spain, which we just heard about, where you have a relatively progressive government which is seen to be pro-people, but you lose touch with where your people are and you suffer. The second myth, I think, which has been exploded is that you cannot choose between national security, stability, economic growth, and then try to address human rights and equity questions. The two are interlinked. In fact, Tunisia is a very good example. They had quite good economic growth, very stable, always seen as one of the most stable economies in North Africa, and you saw what happened there.
And finally, which is the point I'm really going to focus my conversation on before I get cut off by the moderator, is that we cannot rely on good corporate citizenship and enlightened leadership for companies to protect human rights. What we need is mandatory standards which are defined by law and which are enforced by law. And let me very quickly tell you why from Amnesty International we believe that it's absolutely essential, and that if we don't do the regulation today, we're going to suffer exactly like we're suffering from the non-regulation on the financial side. If we don't regulate on the human rights side, we're going to regret it in 10 years' time. So very quickly, I think you all have heard many times before that the world's 100 biggest economies are not governments, they're not countries, they're not states, but they're businesses. Now, this brings many positive things, but I'm going to focus specifically on some of the downsides of this, and particularly the profound human rights violations which happen not so infrequently. And the reality is, in the last 2 decades, there has been a massive expansion in international laws and even national laws to protect corporate economic interests. So we have international agreements on investment, on trade, on intellectual property rights, and these are backed by enforcement through international arbitration. Very often, I'm sorry that Mr. Zooman is not here still, this process of creating these trade agreements, etc., has been supported actively by the international financial institutions. By pushing for deregulation at the national level, developing countries have been pushed into deregulating so companies can function more better in the national context. Now, so economic interests have been very good at making laws work for them. At the same time, when it comes to protecting the rights of those who are harmed by these very corporations, the law has receded and protection has reduced, and this is reduced in the face of corporate power. Now, of course, the extractive industries often are cited in this context because they tend to have a very invasive approach. They affect natural resources, they affect displacement, and this is not only in developing countries, but it's also in countries like Canada, US, and Australia. Now, there's much that can be said. I know that my time is limited. I'll come back again. I just want to put one fact before you, before I turn it over. The reality is that sadly 12 of the world's most mineral-rich countries and 6 of the most oil-rich countries today are amongst the poorest countries in the world. If you take Niger Delta, which produces most of the oil in Nigeria, this is one of the poorest parts of Nigeria. So you can see that unless there is a very systematic way of protecting the human rights of people, it is not going to happen. And the simple answer we have on what needs to be done to address this issue is three very short things. Number one, we need due diligence, which means that before companies invest, there has to be an ex-ante impact assessment on human rights. Number two, companies must give information to the populations who are going to be affected. Information is a big problem. And number three is that we need extraterritorial jurisdiction. Companies who are operating, for example, Shell operates in Nigeria, they have to be accountable in the Netherlands as well, because we know that in many of these developing countries there is collusion between the state and the companies. Either the companies are too weak to regulate, or often they are bought, they're purchased, they're bribed. So we need regulation today, otherwise we'll face the consequences tomorrow. Thank you. On continue avec Monsieur Renato Flores, qui est donc de la Fondation Getúlio Vargas, qui va nous dire un peu ce qu'il pense, notamment de la représentativité, entre autres, du G20. Oui, bon, on a déjà compris, donc merci. Non, allez-y, allez. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels, chantaient dans le passé les surréalistes. À présent, je trouve que nous sommes prisonniers d'une manque d'alternatives et que ça nous amènera à être des animaux violents. Je vous présente quelques exemples qui sont liés au thème de cette session, mais qui ont été aussi discutés pendant ces 3 jours. Premier exemple,
les solutions qu'on est en train de bâtir pour sauver des institutions financières et des pays troublés. Solutions qui ont à l'origine des problèmes quelquefois criminels et que, en même temps, représentent un coût très élevé pour des groupes moins favorisés de la société. On voit ça ici en Europe, en Grèce, en Espagne, au Portugal. Est-ce que ça c'est juste? Et pourtant, nous tous avons besoin du système financier. C'est impossible de concevoir le fonctionnement de nos économies à présent sans tout le produit du système financier, sans un bon fonctionnement de la finance. Antithèse. Deuxième problème. Nous discutons, à cause de la crise, de nouvelles réglementations au sein du G19, au sein des agences de supervision financière internationale. Et ce que nous voulons, c'est avoir de nouvelles règles pour réduire la probabilité d'une nouvelle crise. Juste une question, pourquoi le G19 ? J'explique après. D'accord. Et pourtant, nous savons que c'est impossible d'avoir une réglementation pour le système financier. Il fait partie de son essence la créativité et l'introduction chaque fois de nouveaux produits. Donc, n'importe quel soit le cercle réglementaire qu'on va dessiner, les jours suivants, on aura de nouveaux produits, de nouvelles choses que la finance va nous proposer. Ça fait partie de son essence. Est-ce qu'on perd du temps? Est-ce qu'on risque, parce qu'on ne connaît pas le limite de la réglementation en finance, est-ce qu'on risque de surréglementer et de cette façon étouffer le système? C'est que ce sera aussi un problème. Troisième exemple. On parle de coordination. On a beaucoup parlé pendant ces 3 jours au sein du G19, j'expliquerai après, au sein d'autres organismes. Hier, on a eu une très longue session très intéressante sur la politique industrielle. On parle de coopération, il y a toujours une narrative de coopération. Et pourtant, si on regarde d'autres dimensions très importantes, ce qu'on voit, c'est de la concurrence, une concurrence poussée, violente. Je vous donne un exemple. On sait que les problèmes budgétaires des États-Unis, aggravés par la crise, vont mener tôt ou tard à que les États-Unis seront incapables de jouer le rôle de police internationale pour les océans. C'est un bien public qui a été assuré par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre, et ça va finir. On voit déjà des pays comme la Chine, l'Inde, même mon pays, qui est un État pacifique, se prépare pour cette nouvelle réalité où on aura des tensions, où on aura de plusieurs conséquences économiques aussi, surtout pour le commerce international, parce que les grandes voies maritimes sont protégées à présent, il faut le dire, par les États-Unis. Donc c'est une situation très grave qui s'approche. Nous avons quand même une organisation multilatérale crédible en principe, que devrait être crédible, que c'est l'ONU. Dans l'ONU, l'organe peut-être le plus important, c'est le Conseil de sécurité, qui travaille dans une logique westphalienne qui vient de la Deuxième Guerre mondiale. La réforme du Conseil de sécurité piétine. Le G19 n'a pas de représentation, c'est seulement 19 nations. Et donc, il y a tout le reste, il y a un nouveau ordre mondial qui n'est pas représenté. Donc, il y a une narrative de coordination, de coopération, il y a une réalité des conflits. Quoi faire?
je pense qu'on voit un avenir qui n'est pas du tout brillant, pas du tout pacifique, pas du tout ordonné, plutôt chaotique. Est-ce qu'il y a des solutions? J'ajoute des choses. D'abord, tandis qu'on n'a pas d'alternative, on continue à faire comme a fait pendant ces 3 jours, qui est essayer de trouver des solutions au milieu, qui vont contenter un côté et l'autre, au milieu de ces antithèses. Je pourrais vous donner d'autres exemples, même ceux qui m'ont précédé, je pourrais extraire des exemples. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver des solutions intermédiaires. Ça, c'est pas facile, ça, c'est pas bon. Deuxièmement, de l'imagination pour nous sauver à tous. Merci. Merci. Vous avez juste oublié de nous dire pourquoi le G19. En un mot, bien sûr. Le 20e siège est occupé par mon ami, M. Barroso, sous l'argument que pour les problèmes systémiques, c'est l'Union européenne qui doit parler. J'enregistre, je ne commente pas.